La Corse, une île française façonnée par les razzias et une forme d'esclavage longtemps oubliée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, je suis un passionné d'histoire et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet très particulier que j'ai étudié, à savoir la Corse, l'histoire de cette île qui est aujourd'hui liée à la France mais qui est assez controversée. Pour rappel, je suis un jeune auteur, j'ai fait paraître mon premier roman qui s'intitule Au-delà des ombres, qui parle de Amani, une jeune fille qui grandit à l'est de la République démocratique du Congo, qui va s'expatrier vers Kinshasa, la capitale, afin d'avoir un avenir meilleur. Ce livre est disponible sur Amazon, je vous laisse le lien dans la biographie. Dans ma carrière d'auteur, je suis en train de me tâter à écrire un essai qui s'appelle Atlas des traites humaines, dans lequel j'aimerais récapituler, entre guillemets, les différentes formes de traite et d'esclavage qui ont eu lieu depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Si tu penses que c'est un essai qui peut t'intéresser, je te laisse me le dire dans les commentaires et me suggérer éventuellement un sujet qui pourrait être abordé dans ce livre. Pour l'instant, je fais tout moi-même, donc je serai encore une fois en auto-édition et ce livre sera disponible nul autre que sur Amazon. Et si la communauté et moi, nous travaillons bien ensemble, nous pourrons trouver ce livre à la FNAC ou encore dans les librairies et pourquoi pas signé en maison d'édition. La Corse aujourd'hui est française administrativement, juridiquement et même politiquement. Mais dans les faits, personne ne parle de la Corse comme d'une région ordinaire. On la décrit souvent comme fermée, violente, hostile et souvent même raciste. Mais en histoire, aucun peuple ne devient dur par nature. Quand une société semble à part, ce n'est jamais une question de caractère, mais c'est toujours une question de vécu. La Corse n'a pas été façonnée par la stabilité, elle n'a pas été construite par la sécurité, elle a été forgée dans un espace où pendant des siècles, vivre signifiait risquer d'être capturé. Car avant d'être une destination touristique, la Méditerranée fut un espace de prédation humaine, un espace de razzia, un espace d'enlèvement, un espace d'esclavage. Et au cœur de cet espace eurasien violent, la Corse occupait une position idéale, non pas pour prospérer, mais pour être attaquée. Pendant des générations, des villages corses ont été détruits, des familles arrachées, des hommes, des femmes, des enfants capturés et vendus. Cette histoire est rarement racontée, pourtant elle explique beaucoup. Comprendre la Corse d'aujourd'hui, ce n'est pas excuser ses dérives, ce n'est pas la glorifier, mais c'est accepter une réalité simple. On ne peut pas comprendre un peuple sans comprendre ce qui l'a obligé à survivre. La Corse, comme je l'ai dit dans l'introduction, n'est pas une île isolée. Elle est au centre de la Méditerranée occidentale, entre trois mondes, l'Europe occidentale, l'Italie et l'Afrique du Nord. Géographiquement, la Corse appartient à un espace eurasien de circulation et pas à une périphérie tranquille. C'est précisément pour cela qu'elle est très tôt convoitée. Dans l'Antiquité, la Corse passe sous influence. Au départ, ce sont les Phéniciens, ensuite les Grecs avec des routes maritimes, et enfin Rome à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sous Rome, la Corse n'est pas un centre politique, elle sert de point militaire, de zone de contrôle maritime et de territoire secondaire. Déjà là, la Corse est dominée et jamais réellement souveraine. Au Moyen-Âge, il y a un changement de domination. Au départ, ce sont les Byzantins, puis ensuite les Lombards et les Pisans. Puis à partir du XIIIe siècle, un acteur s'impose durablement, la République de Gênes. Domination génoise dure à peu près 500 ans, de 1284 à 1768. Gênes n'intègre pas la Corse, elle la contrôle à distance et elle l'exploite sans la protéger. La Corse devient fiscalement utile, stratégiquement utile aussi, mais humainement négligée. À cette époque, la Méditerranée est un espace de commerce, un espace militaire et un espace surtout de capture humaine. La Corse cumule les handicaps, longues côtes, villages exposés, peu de fortifications et absence de flotte propre. Résultat, la Corse est ouverte aux convoitises mais fermée à la protection. C'est cette situation géographique, centrale mais vulnérable, qui va faire basculer à tout jamais l'histoire de la Corse, dans la logique des razzias et de l'esclavage méditerranéen. À partir du XVe siècle, des groupes armés opérant depuis Alger, Tunis, Tripoli mènent des razzias côtières sur toute la Méditerranée. Espagne, Italie,
France du Sud et les îles méditerranéennes comme la Corse. L'objectif est de capturer des êtres humains pour alimenter les marchés esclavagistes. Je vous invite à suivre mon documentaire sur la traite barbaresque qui évoque donc ces marchés d'esclavagistes depuis Alger, Tunis ou encore Tripoli. Mais alors pourquoi la Corse devient-elle une cible majeure? La Corse cumule tous les facteurs de vulnérabilité, comme je l'ai dit précédemment, côte longue et découpée, village côtier isolé, absence de flotte militaire et protection quasi inexistante de Gênes. Résultat, la Corse devient un réservoir humain accessible, les attaques sont rapides et méthodiques, débarquements nocturnes, incendie des habitations, enlèvement ciblé, retrait immédiat. Hommes, femmes et enfants, sans distinction et sans scrupule. Les Corses enlevés ne sont pas détenus localement, mais ils sont déportés. Ils sont vendus sur les marchés esclavagistes d'Afrique du Nord. Leur sort est le suivant: travaux forcés, galères, servitude domestique, conversion forcée parfois. Beaucoup ne reviendront jamais sur l'île. Ceux qui reviennent portent un traumatisme profond, des villages entiers se vident, et des lignées entières disparaissent. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, Gênes fait construire des dizaines de tours côtières. Leur rôle est simple: surveiller la mer, détecter les voiles ennemies et alerter la population. Toute la société est organisée autour de l'alerte et de la fuite. Ce n'est pas une précaution symbolique, c'est une réponse à une menace constante. Les conséquences anthropologiques directes, c'est que quand une société vit pendant plusieurs siècles avec la peur de l'enlèvement, la perte des enfants, ou encore l'abandon des puissances, elle développe mécaniquement le repli, la méfiance, la priorité au clan et la fermeture à l'extérieur. Ce n'est pas une idéologie, c'est une stratégie de survie collective. Cette peur ne disparaîtra malheureusement pas avec la fin des razzias. Elle structure durablement la société avec l'organisation familiale, les habitats et le rapport à l'autre. Face aux razzias, la Corse va réussir à s'adapter, non pas sur le plan politique, mais sur le plan social. Quand la mer devient une menace, la survie passe par la fuite vers l'intérieur. C'est alors que la montagne va devenir une protection naturelle. La Corse est une île montagneuse, c'est un fait géographiquement déterminant. À partir du XVIe siècle, les populations quittent les côtes, les villages s'installent en altitude, les chemins deviennent étroits, difficiles et invisibles. La montagne devient une forteresse naturelle. Ce choix n'est pas culturel à l'origine, mais il est vital. Dans une île où l'État est absent, la protection est inexistante et la menace est permanente, le clan devient la seule structure fiable. La famille élargie assure protection, la solidarité, la transmission et la vengeance si nécessaire. La vendetta n'est pas un simple trait barbare, c'est une réponse à un vide juridique. Quand l'État ne juge pas, l'autorité ne protège pas, la justice devient privée. La réputation, l'honneur et la dissuasion servent à empêcher la destruction du clan. Des siècles de survie produisent méfiance envers l'extérieur, importance du silence, priorité aux proches, rejet de l'ingérence étrangère. Au milieu du XVIIIe siècle, la Corse n'est pas du tout un territoire calme. C'est une île épuisée par la domination génoise, les razzias, l'abandon et les divisions internes. Mais pour la première fois, un projet politique clair va émerger. En 1755, sous l'impulsion de Pascal Paoli, la Corse proclame fièrement son indépendance. La Corse va donc se doter d'une constitution écrite, d'institutions politiques, d'une capitale à Corte et d'une administration propre. À cette date, la Corse est l'une des premières démocraties d'Europe. Le projet de Paoli n'est pas de créer un clan, il vise l'unité de l'île, la fin des vendettas, l'éducation, la loi commune. La Corse tente de passer d'une société de survie à une société politique et c'est une transformation profonde. Cette indépendance va tout de même rester vulnérable. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a peu de ressources, il n'y a aucune grande armée et la dépendance aux équilibres européens. Gênes, incapable de reprendre le contrôle, va faire un choix décisif. Et c'est alors qu'en 1768, Gênes va vendre la Corse à la France, sans aucun référendum, sans consultation et sans aucune négociation quelconque avec les Corses. La souveraineté corse est donc échangée comme une marchandise diplomatique. La Corse ne devient donc pas française par adhésion, elle le devient par transfert de domination. Cette réalité marque durablement la mémoire collective, le rapport à l'État et le sentiment d'injustice. L'année suivante, en 1769, la France va imposer son autorité par la force. En mai 1769, l'armée française affronte
affronte les forces corses lors de la bataille de Ponte Novo. Le rapport de force est clair, armée régulière française face à des forces corses mal équipées. La défaite est rapide et l'indépendance corse prend fin. La Corse devient officiellement française en 1769. La France applique son modèle centralisé, jacobin, uniforme, mais elle ne comprend pas la langue corse, la langue clanique, la mémoire des razzias et le traumatisme de la domination. Pour Paris, la Corse est un territoire à gérer. Pour les Corses, c'est une nouvelle tutelle. Pour la population corse, la France ne remplace pas une domination par la liberté. Elle remplace Gênes par un autre pouvoir, tout simplement. Les codes changent, le sentiment d'abandon, lui, demeure. Durant des décennies suivantes, il y aura peu d'investissements, un exode massif, mépris administratif, effacement progressif de la langue. La Corse est française, mais reste périphérique. Cette situation nourrit défiance envers l'État, rejet de l'ingérence extérieure et crispation identitaire. Aujourd'hui, si on est honnête, la Corse se résume à une image simple. Une île fermée, méfiante et parfois accusée de racisme. Cette méfiance que le peuple corse peut avoir, mais jusqu'à là dire que ce sont des racistes, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faire ce raccourci donc de Corse raciste est très dangereux parce qu'il efface l'histoire. Alors comme partout, il existe des dérives, des comportements racistes, mais réduire la Corse à ça, je pense que c'est un peu malvenu de notre part. Quand on regarde leur histoire, ils ont été confrontés pendant des années à des personnes qui ne voulaient qu'une chose, faire d'eux des esclaves ou faire une île qui leur appartient. Et donc, l'héritage identitaire de la Corse, il vient de là. Parlons un peu du drapeau des Corses. Alors sur ce drapeau, on y voit un homme noir de profil avec un bandeau sur la tête. D'où vient-il? Comment a-t-il été créé? Et pourquoi c'est un homme noir qui est affiché sur le drapeau corse? Ce symbole s'appelle la tête de mort. Alors attention, c'est M-A-U-R-E et pas une tête de mort M-O-R. C'est très important. La tête de mort apparaît dans l'espace méditerranéen au Moyen-Âge. On la retrouve dans plusieurs territoires liés au royaume d'Aragon. À cette époque, la Méditerranée est un espace de guerre religieuse, de conflits militaires et de captivité humaine, comme je l'ai dit précédemment dans le documentaire. La figure de mort symbolise alors l'ennemi vaincu, le prisonnier issu de conflits entre royaumes chrétiens et musulmans. Ce n'est pas racial au sens moderne, c'est guerrier et politique, comme beaucoup de symboles médiévaux européens. Dans les premières représentations, le bandeau est sur les yeux et non pas sur la tête. Ceci symbolise la captivité, la soumission, la condition de prisonnier ou d'esclave. Le symbole est dur et il reflète un monde violent. La Corse, intégrée au réseau méditerranéen, reprend ce symbole dans ses armoiries locales. La figure du captif n'est pas abstraite, elle correspond à une réalité vécue par les Corses eux-mêmes. Au milieu du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de Pascal Paoli, le symbole est réinterprété, le bandeau est remonté sur le front. Ce détail change tout, l'homme voit, il n'est plus aveugle, il n'est plus soumis. Le symbole ne représente plus un captif, mais il représente la libération. Aujourd'hui, le drapeau corse ne signifie ni une domination raciale, ni une moquerie, ni une idéologie raciste. Mais à la base, il avait été mis en place pour annoncer la fin de leur soumission, leur émancipation et le refus de l'asservissement. Le drapeau corse ne parle pas de couleur de peau, il parle de liberté retrouvée après la domination. À l'origine, le symbole est dur comme le Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, la tête de mort corse ne représente pas du tout un esclave. Elle représente un homme libéré. Mais alors, qui sont les morts? Le terme mort désigne au Moyen-Âge les populations musulmanes d'Afrique du Nord, principalement berbères, arabes et parfois d'Afrique subsaharienne islamisée par la traite arabo-musulmane. J'ai fait un documentaire à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description et je vous invite à le suivre et à me donner vos avis suite à ce documentaire. Ce n'est pas une race, c'est une désignation géopolitique et religieuse médiévale. Du latin Mori, utilisé par les Romains pour désigner les habitants de la Mauritanie antique, qui concerne le Maroc, plus l'Algérie actuelle. Au Moyen-Âge européen, mort veut dire musulman nord-africain, terme générique souvent imprécis. À partir de 711, des armées musulmanes venues d'Afrique du Nord
entrent dans la péninsule ibérique sous l'autorité du califat omeyyade. Ils fondent Al-Andalus, qui est l'Espagne musulmane. Pendant plusieurs siècles, les Maures gouvernent une partie de l'Espagne, affrontent les royaumes chrétiens, contrôlent les routes méditerranéennes. Ils sont perçus en Europe chrétienne comme les adversaires militaires, des ennemis religieux et parfois ravisseurs lors des conflits méditerranéens. Des Maures sont capturés par des chrétiens et des chrétiens sont capturés par des musulmans. C'est un monde de violence réciproque et pas un schéma racial moderne comme on peut le voir aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur la Corse. Alors je rappelle que je fais de la vulgarisation, c'est-à-dire que je prends un sujet très dense et riche et j'essaye d'en faire une courte vidéo qui peut être consumable en tout temps, à chaque heure et n'importe où. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire. Je vous rappelle que j'hésite à travailler à l'écrit d'un essai Atlas des traites humaines pour comprendre comment des peuples à travers l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui ont été réduits en esclavage. Merci à vous d'avoir suivi cela et je rappelle encore une fois, je suis un passionné d'histoire, je ne suis pas un historien et je ne suis pas spécialisé dans les traites humaines. Mais c'est vrai que ces sujets ont suscité beaucoup d'intérêt de votre part, alors je travaille à chercher des sujets qui bien évidemment vont parler à mon audience. On se dit à la prochaine pour un nouveau documentaire. Merci à vous.